Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Julie Courcol, qui est sophrologue et praticienne en Ayurveda. Vous pouvez également retrouver Julie aux côtés de Nat dans le programme Ici et Maintenant, où elle vous invite, à travers des masterclass et des sessions de sophrologie, à gérer votre stress et reprendre les rênes de votre mental, grâce au pouvoir de l'instant présent. Dans cet épisode, Julie va nous expliquer comment la rencontre entre sophrologie et Ayurveda prend tout son sens dans la recherche d'un équilibre parfait. Bonne écoute! Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors Julie, Lorraine a parlé un petit peu de ton parcours tout à l'heure. Tu es donc sophrologue et praticienne en Ayurveda. Comment est-ce que tu as connu l'Ayurveda? Est-ce que tu étais d'abord praticienne en Ayurveda ou d'abord sophrologue? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'ai d'abord connu la sophrologie avant de connaître l'Ayurveda. J'ai commencé ma formation de sophrologue en premier lieu. L'Ayurveda, je l'ai connu un peu par hasard. J'ai une amie qui m'avait parlé de cette médecine un an avant que je commence ma formation de sophrologue. Et c'était resté dans un coin de ma tête. C'était resté un peu lointain. Et puis, je me suis renseignée sur les formations en phytothérapie. Et puis finalement, j'ai redécouvert l'Ayurveda. Je commençais ma formation de sophrologue. Donc voilà. Ok, Ça c'est un petit peu, pas tout à fait en même temps, mais presque. Et aujourd'hui, dans notre épisode du jour, on voulait un petit peu voir comment ces deux disciplines sont complémentaires et aussi voir en tant que toi, en tant que thérapeute, ce qu'elles t'apportent à la fois pour toi, mais aussi pour les personnes que tu accompagnes. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que c'est exactement la sophrologie? Il y a peut-être beaucoup de personnes qui entendent le mot, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, la sophrologie, c'est une thérapie brève. En général, on travaille sur 3 mois, à raison d'une séance par semaine. C'est le travail du mental et du corps pour recréer des nouveaux chemins neuronaux, des nouveaux comportements aussi, à travers l'entraînement, à travers la reconnexion avec son corps, sa respiration, avec son mental, à travers des visualisations. En fait, la sophrologie, c'est une première porte, une première étape pour les personnes qui ont envie de se reconnecter à eux-mêmes. C'est des techniques en fait qui sont très proches du yoga, très proches finalement aussi de l'Ayurveda. Quand on creuse bien, c'est vraiment très très proche parce qu'on va travailler sur la respiration, sur le schéma corporel, sur l'instant présent, sur beaucoup de schémas ancrés qu'on essaie de déconstruire à travers des techniques différentes et variées. Enfin, voilà, c'est très, très divers, la sophrologie. C'est une première porte. Voilà. Et quand tu dis que c'est très divers, les personnes qui viennent à toi pour de la sophrologie, c'est pour quel type de problématique? Est-ce que c'est seulement des choses émotionnelles, mentales, ou c'est aussi en lien, ça peut être aussi en lien avec le corps? Alors, généralement, dans la sophrologie, on va dire, je vais dire classique, parce que moi, je me suis un peu spécialisée, mais si vous allez voir un sophrologue, bien souvent, c'est pour une préparation mentale ou une déconstruction mentale. Donc, vous allez préparer un examen médical ou le permis ou le bac. Vous allez vouloir gérer vos émotions, préparation à l'accouchement.
voilà, c'est un peu dans cette optique-là. Pendant 3 mois, on a un objectif bien précis et on travaille pour aller vers cet objectif. Moi, ma façon de vivre la sophrologie et de la vivre avec les autres est un peu différente parce que, comme je disais au début, pour moi, c'est une première porte. Donc, finalement, j'ai acquis toutes les techniques sophrologiques, mais j'accompagne les personnes un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin sur le chemin de vie, finalement, de savoir un petit peu plus de choses. L'objectif, il peut être précis, hein. On peut préparer un examen, on peut préparer le permis, mais souvent, les personnes qui viennent vers moi ont des questions, on va dire, plus existentielles. Et du coup, je saute un petit peu, mais est-ce que c'est la sophrologie et ton approche et ton travail sur toi, sur justement la sophrologie, ce que tu as appris, qui te permet d'accompagner les personnes un peu plus loin, ou c'est l'Ayurveda qui est venu compléter ton approche et te donner des clés pour pouvoir cheminer avec les personnes que tu accompagnes? Alors, c'est complètement l'Ayurveda. Complètement l'Ayurveda, ça m'a permis de compléter et d'approfondir cette partie dans la sophrologie. Parce que la sophrologie, c'est des techniques, c'est très pragmatique, c'est de l'expérience. Voilà, c'est des choses qu'on vit. Euh, Finalement, vous allez voir un sophrologue, tous les sophrologues ne vont pas forcément aller plus loin que l'objectif qu'on va se donner. Moi, déjà de base, j'ai cette envie d'accompagner les gens plus loin. Donc l'Ayurveda m'a permis complètement d'avoir ces connaissances pour compléter l'accompagnement, pour aller vraiment au plus profond de ce que la personne souhaite. Hmm. Parce que en quoi est-ce que tu estimes que l'Ayurveda et la sophrologie, c'est complémentaire? Par exemple, quand tu accompagnes une personne sur une problématique de santé en Ayurveda, est-ce que tu te sers aussi du coup de la sophrologie en parallèle? Oui, alors soit c'est l'un, soit c'est l'autre, c'est-à-dire qu'une personne qui vient vers moi pour réaliser des séances de sophrologie avec un objectif précis, si je vois que pendant l'anamnèse, il y a des choses qui ressortent, des problèmes, on va dire, de santé ou alors d'hygiène de vie, enfin, je parle de l'Ayurveda. Systématiquement, en fait, en réalité, hein, j'en parle, j'explique ce que je fais et ce qui est possible aussi donc de faire en plus de la sophrologie en accompagnement. Ça peut être aussi des personnes du coup qui viennent pour l'Ayurveda et où là je vais déceler aussi peut-être qu'un un accompagnement en sophrologie serait nécessaire. Du coup, ça se complète par l'expérience en fait. Autant la sophrologie comme l'Ayurveda, c'est de l'expérience, c'est de l'observation, c'est de la reconnexion à soi. Donc ces deux pratiques sont vraiment extrêmement complémentaires. On va travailler à la fois le mental avec l'Ayurveda aussi, dans tout ce qu'on va mettre en place. Et la sophrologie va reconstruire les bases par des exercices, par ce qu'on n'a pas forcément en Ayurveda. On va mettre en place des rituels, mais la sophrologie va construire des bases très solides en fait. On va s'entraîner ensemble. Puis il y a quand même l'échange aussi qui fait, en Ayurveda, on fait un premier bilan, on se revoit un mois plus tard, et en même temps, on se revoit pas vraiment un mois plus tard, puisqu'on se revoit la semaine d'après pour la sophrologie. Donc c'est un suivi assez proche. Vous voyez, c'est vraiment, je suis la personne, je vais pas dire quasiment au quotidien, mais presque pendant une certaine période. Par contre, l'accompagnement en sophrologie est plus court, donc 3 mois, et puis en général, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, sauf si on est sur des recherches plus profondes. En Ayurveda, ça peut être plus long, je peux suivre les personnes plus longtemps. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est aussi de pouvoir suivre l'évolution de la personne jusqu'à son autonomie complète. Hmm. Est-ce qu'en sophrologie, tu as ce côté aussi très individualisé, très personnalisé en fonction de la nature de la personne et en fonction de son environnement aussi? Est-ce que tu adaptes la sophrologie peut être personnalisée aussi? Oui, c'est vrai, j'y pensais plus, mais effectivement, ce que je fais plutôt maintenant naturellement, et c'est pour ça que je pense que j'y pensais plus, c'est quand j'ai une personne qui vient me voir en sophrologie avec l'anamnèse, en fait, j'ai on va dire
une idée quand même de sa constitution, de sa prakriti. Et du coup, j'adapte complètement son protocole aussi par rapport à ça. Enfin, quand on fait des visualisations, par exemple, avec une personne qui pour moi est Vata, mais voilà, il y a pas, c'est clairement une personne Vata, je vais utiliser des visualisations très enveloppantes avec des choses, des images, quelque chose qui va l'ancrer. Enfin voilà, c'est hyper naturel du coup. Et ça aide énormément d'avoir ces connaissances-là du coup en Ayurveda pour adapter au plus proche que ce que je pouvais faire sans l'Ayurveda. Donc ça vient vraiment approfondir les techniques de Ouais. sophrologie. Et d'ailleurs, tu parles de visualisation. Quels sont les outils utilisés en sophrologie? Est-ce que, parce que moi, il me semblait qu'on faisait aussi beaucoup de respiration. Alors peut-être plus pour les prépas à l'accouchement, je sais pas, mais en tout cas, j'avais cette image-là et je me demandais justement s'il y avait une différence avec les pranayamas qu'on utilise beaucoup en Ayurveda, ou si ça s'en rapprochait, ou si au contraire, c'était totalement différent. Alors, pour moi, c'est assez différent parce que les techniques de pranayama, je ne les connais pas. Enfin, j'en connais quelques-unes, mais je ne suis pas du tout formée pour ça. Moi, j'ai appris que les techniques de sophrologie pour la respiration et c'est assez différent. Par contre, ça, c'est vrai que c'est assez différent. En fait, pour revenir au début de ta question, une séance de sophrologie, je vais expliquer un petit peu le découpage, comme ça pourra parler un peu plus. Mm, On mm, commence toujours par l'installation. Donc, en sophrologie, on ne s'allonge pas, c'est pas une séance de relaxation, on s'assoit, on se met en position de concentration. Donc, on est souvent au bord de la chaise pour rester quand même bien dans l'instant présent et bien conscient de ce qu'on ressent. On a les pieds au sol, on a les mains sur les cuisses, on ferme les yeux et on se connecte à soi, on rentre à l'intérieur de soi-même. En même temps, on a toujours conscience de ce qui se passe autour de nous, on a conscience des bruits, on les accepte. On débute la séance avec la respiration, avec ce travail de respiration pour s'oxygéner, reprendre conscience de ce qu'on ressent quand on respire, prendre conscience de la respiration abdominale. Donc l'inspiration se fait par le nez, l'expiration se fait par la bouche, ce qui est différent pour certaines autres pratiques. Et ensuite, une fois qu'on a repris, qu'on a reconnecté avec sa propre respiration, on va reconnecter avec son corps. Et là, c'est tout ce travail de schéma corporel qu'on va recréer en ressentant chaque partie de son corps. Donc ressentir, en fait, c'est en ayant les yeux fermés, c'est beaucoup plus simple. C'est sentir la peau, sentir les muscles, dessiner la forme de certaines parties de son corps pour vraiment reprendre conscience de leur existence physique. Voilà. Ensuite, on va faire un travail de relaxation. Alors c'est un travail qui est mesuré, hein. On va pas jusqu'à s'endormir. On va essayer d'atteindre un stade d'état modifié de conscience. C'est une super concentration en fait, où on va pouvoir intégrer certaines choses, un certain travail sur le mental. Une fois qu'on a complètement décontracté le corps, mais qu'on est toujours dans cette position de concentration, là, on rentre seulement dans le mental et là, on va essayer de travailler de différentes manières. Bien souvent, les 4 premières séances sont toujours consacrées à cet état de modifié de conscience, on va dire cette déconnexion et la relaxation du corps. Parce qu'on a souvent des problèmes pour se détendre et des choses qui bloquent. Donc, c'est le début des séances, c'est bien souvent ça. Une fois qu'on a réussi à atteindre l'état modifié de conscience, on va pouvoir commencer à travailler sur le mental et là, on va vers des visualisations, par exemple, de lieux ressources. Un lieu ressource dans lequel on va pouvoir se réfugier pour pouvoir justement y retrouver toutes les ressources positives qu'on a et qu'on a en nous, pour pouvoir les mettre en valeur et les utiliser pour la suite du protocole. On a toujours un objectif, en fait. On a toujours un objectif qu'on va travailler petit à petit, chaque séance avec des sous-objectifs. Et à chaque séance, on va marcher en fait ensemble vers l'objectif final.
OK. Pour avoir fait déjà des séances de sophrologie avec Julie, je reprends ce que tu disais, Lorraine, dans ta question là, par rapport à la respiration. Et en fait, c'est vrai qu'au début, j'avais été un petit peu perturbée par le fait d'expirer par la bouche. Enfin, c'était un petit peu différent pour moi qui ai l'habitude de pratiquer le yoga et puis le pranayama. Et je me demandais si justement dans la sophrologie, il y a différentes exercices de respiration ou bien est-ce qu'il y a qu'un seul protocole de respiration? Ça dépend, parce qu'en sophrologie, il y a une école à la base, c'est l'école kaysédienne. Ensuite, depuis, il y a eu pas mal d'écoles différentes. Moi, j'ai fait une formation psychocomportementale, donc c'est très différent de la méthode kaysédienne. Donc moi, j'ai pas eu différentes méthodes de respiration en apprentissage. Donc bien souvent, c'est des respirations abdominales très classiques. Par contre, par mon expérience professionnelle, j'ai travaillé un petit peu dans les neurosciences. Enfin, par rapport à ça, j'ai exploré pas mal de choses. Donc du coup, j'ai intégré des exercices comme la respiration au carré, la cohérence cardiaque, que j'ai intégré aux séances de sophrologie. Après, c'est toujours pareil, ça dépend les personnes que j'ai en face de moi. Si, par exemple, j'ai une personne qui est asthmatique, voilà, les exercices de respiration en sophrologie ne seront pas forcément adaptés. Donc, il faut trouver des alternatives. Il faut s'adapter tout le temps. Et justement, alors tu parlais de la sophrologie comme une porte d'entrée. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait peut-être moins peur d'aller voir une sophrologue qu'une praticienne en Ayurveda. Ça dépend pour qui. Est-ce que du coup, tu proposes toujours les deux ou est-ce que c'est juste en voyant un petit peu la problématique de la personne que tu l'amènes vers l'Ayurveda? Est-ce que tu, quand même, t'essayes toujours de les amener vers l'Ayurveda, sachant, selon toi, que ça te permet d'aller encore plus loin? Euh, En général, oui, je propose quand même. Enfin, quand je me présente, je dis ce que je fais. Je dis les pratiques que j'ai. Et généralement, je propose systématiquement. Si en sophrologie, c'est simplement un objectif, comme je disais, classique, préparation à un examen médical, je vais pas, je propose, mais je vais pas forcément en parler si la personne ne me pose pas de questions. Faut que ça vienne aussi de la personne qui est en face de moi. Mais bon, bien souvent, comme ma spécialisation est particulière, en général, je propose. Je propose toujours. Mmh. Et en tant que thérapeute, toi, dans ton métier, on va dire, dans ta pratique, qu'est-ce que l'Ayurveda t'apporte dans ton quotidien? Et puis peut-être dans ta relation d'aide avec les clients aussi? Qu'est-ce que l'Ayurveda m'apporte? Mais en fait, déjà de base, quand j'ai découvert l'Ayurveda, ça m'a permis enfin de découvrir une médecine qui était individualisée, mais profondément individualisée, et qui acceptait, en fait, voilà, qui acceptait le changement permanent et cette adaptation qu'on doit avoir et aussi la profondeur des connaissances. Donc tous les jours, ça m'apporte énormément, énormément, parce que c'est un puissant fond de connaissances. Et du coup, ça ne s'arrête jamais. Et pour ma constitution à moi, en tout cas, c'est juste un plaisir tous les jours, quoi, de pouvoir apprendre quelque chose. Donc, ça me nourrit. Déjà, l'Ayurveda me nourrit tout le temps. Et pour ma pratique professionnelle, elle m'a complétée. Elle m'a complètement complétée parce que je pense que si je n'avais pas découvert l'Ayurveda, je l'aurais cherché. La sophrologie ne pouvait pas, pour moi, à mes yeux, se suffire à elle-même. Pour un accompagnement complet, c'était pas possible pour moi. Donc je l'aurais cherché. Je pense que je l'aurais trouvé de toute façon à un moment donné. C'est vrai qu'on voit souvent quand même des sophrologues qui complètent Ouais. leur approche avec des plantes aussi, des fois des connaissances de plantes, fleurs de bac, la micronutrition ou d'autres pratiques encore. Donc toi, ça a été l'Ayurveda. Est-ce que dans ton quotidien, toi, en tant que personne, qu'est-ce que l'Ayurveda t'a apporté? Un équilibre, enfin un équilibre. Toujours, toujours En sur le recherche. fil, hein. Voilà, c'est ça, c'est normal. Mais oui, oui, alors l'Ayurveda m'a permis par exemple, d'arrêter de fumer il y a quelques années.
Donc ça, c'est quand même quelque chose, une grande fierté que j'ai. Ça m'a permis d'équilibrer mon alimentation selon mes besoins. Mais véritablement, j'ai cherché longtemps, j'ai testé beaucoup de choses. Et en fait, il n'y a que l'Ayurveda qui a réussi à ce que je comprenne ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Et pourquoi c'était bon pour moi. En fait, l'Ayurveda, moi, m'a apporté le sens. M'a apporté vraiment du sens dans tout ce que je fais. Même les rituels du matin euh, m'ont permis de stabiliser tellement de choses. Bah, c'est ce que je dis de toute façon à chaque fois que je rencontre quelqu'un, enfin un, un client une cliente qui me demande si moi je pratique l'Ayurveda, mais bien sûr, mais tout le temps en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est un chemin de vie. Et comme c'est un puissant fond de connaissances, c'est magnifique parce on est toujours dans la recherche, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est ça, Et tant ça mieux. s'arrête jamais. Et la sophro, du coup, juste avant, je raconte une petite anecdote, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, on a eu quelques petits soucis de connexion et tu disais, ah bah dans ce cas-là, heureusement qu'il y a les protocoles sophro. Donc, c'est quelque chose que tu utilises aussi, la sophrologie, dans ton quotidien également? Oui, alors en fait, moi, la sophrologie, je connaissais pas avant de commencer ma formation. Alors vous allez dire, c'est étrange, mais j'ai pas eu d'expérience avec la sophrologie en soi avec un praticien. Par contre, quand j'ai commencé la formation, je me suis rendu compte que j'avais intuitivement mis en place plein de choses qui faisaient partie des pratiques sophrologiques depuis que je suis enfant. Notamment, bon, la visualisation, ça c'était facile, mais l'ancrage, la bulle de sécurité, il y a plein de choses en fait que je faisais déjà naturellement. Donc quand j'ai fait cette formation, les choses ont été très naturelles pour moi, vraiment très naturelles. Pareil pour en fait, le fait de faire les séances, on parle, on est calme, on est posé, on a un certain ton à avoir, un certain rythme dans les mots, qui s'appelle le ternos logos. Bah, cette chose-là, elle a été très facile pour moi parce que il y a quelques années, enfin, dans mon enfance, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai beaucoup chanté. Et du coup, c'était très naturel. Pour moi, c'est comme une séance de sophrologie, c'est comme un chant très calme, très posé. C'est pas réellement un chant, mais voilà, c'est comme emmener quelqu'un dans un chant grâce à un chant de sophrologie, du coup. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme ici et maintenant et les sessions de sophrologie que tu proposes? Il me semble que c'est en groupe. Oui, c'est ça, c'est en groupe tout à fait. Donc les séances de groupe, c'est assez différent des séances individuelles parce que là, on est sur un objectif commun. Donc là, j'ai écrit les séances par rapport au programme de Nathalie. Donc je me suis calée en fait sur ses objectifs, sur la graduation, sur le chemin qu'elle a construit. Et finalement, ce chemin correspond à la sophrologie, en tout cas aux objectifs qu'on se donne au début d'un accompagnement quand on ouvre les premières portes. Donc ça a été très facile pour moi d'écrire ces séances. Et, euh, et en fait, on les fait en live. Donc, la séance se fait, les personnes rentrent dans la séance. Et ensuite, on a un temps d'échange. Ce temps d'échange, il est très important parce qu'on donne un petit peu ses impressions physiques et mentales. Et on apprend aussi à être dans l'acceptation de ce qu'on ressent parce que parfois, en sophrologie, surtout quand on a des blocages, on a du mal à rentrer dedans. Et on se dit peut-être c'est un échec. Et en fait, ce temps d'échange permet de comprendre que non, c'est pas un échec et on est dans cette bienveillance. Et du coup, par rapport au programme de Nathalie, c'est vraiment dans l'optique d'aller pas après pas, objectif après objectif, et de donner des impulsions pour qu'après ça travaille et les personnes s'entraînent aussi chez elles parce que les audios peuvent les refaire autant qu'elles veulent et elles entraînent finalement leur cerveau à recréer des nouveaux chemins neuronaux, des nouveaux schémas pour abandonner les anciens et ouvrir de nouvelles portes. Donc l'objectif est là et ensuite effectivement c'est une grande porte ouverte vers d'autres chemins.
Ouais, je confirme ce que tu dis, Julie, c'est vraiment des exercices. Donc quand, tu proposes les séances de sophrologie dans le programme Ici et Maintenant, heu, je vois que plus on s'exerce et plus on refait les séances de sophro et plus en fait on obtient des résultats finalement et on arrive de mieux en mieux à se concentrer durant une séance, même si ça au début, c'est souvent un petit peu difficile pour les gens. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite chose que tu pourrais dire aux personnes qui ont peut-être un peu peur de la sophrologie ou qui diraient: «Bah, j'arrive pas à visualiser»? On a eu le cas d'une personne dans le programme. Oui, qui ont peur, de pas savoir se détendre, qui disent que voilà, «Ah non, non, moi je peux pas, si je ferme les yeux, je vais paniquer» ou si je détends complètement mon corps, j'ai l'impression que je vais tomber. Enfin des choses comme ça, des peurs qui sont là, et qui sont normales, hein, complètement normales parce qu'en fait, on est tellement toujours dans l'action et dans la maîtrise, enfin, on veut tout le temps tout maîtriser, que le fait de «lâcher prise» entre guillemets, attention, parce que le lâcher prise, c'est pas, en sophrologie, c'est pas la même définition qu'on donne maintenant. Le fait de lâcher un peu prise, un peu, ça peut faire peur. Alors, qu'est-ce que je dirais à une personne qui a peur? En fait, au contraire de croire qu'on va complètement lâcher prise et puis, tomber, dans le vide, et plus savoir se rattraper, la sophrologie, c'est pas du tout ça, en fait. C'est le contraire de ça. C'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous reprenez contact avec votre corps et là, vous êtes capable de ressentir pleinement ce que vous ressentez physiquement. Et là, vous retrouvez le contrôle, mais un contrôle serein, un contrôle sain sur le corps en fait. En reprenant le contrôle sur ce que vous ressentez, vous accompagnez, c'est vous en fait qui accompagnez votre corps. Donc c'est vous. Moi, je suis là, j'accompagne, je suis à côté, mais c'est pas, je ne vais pas vous forcer, je ne peux pas vous forcer, c'est vous qui décidez si vous allez vous détendre ou pas. Et pour une personne qui fait par exemple des crises d'angoisse et qui là vraiment a peur de fermer les yeux, de lâcher prise et de se dire, de laisser monter les émotions, on va passer, avant d'arriver là, on va passer par des étapes d'acceptation des émotions avant ça, pour ne pas avoir peur des émotions qui ressortent. Ce que je dirais aussi, c'est, voilà, un protocole est individuel. Donc, je ne vais pas faire le même protocole pour tout le monde. Donc forcément, s'il y a des problématiques, je vais les prendre en compte et on va y aller étape par étape. C'est pour ça que je n'ai pas fait la formation KSCDienne, tout simplement parce que je me suis approprié ma formation. Donc, en m'appropriant ma formation, j'adapte tout et tout ce que j'apprends en Ayurveda, je le transmets aussi en sophrologie. Donc, c'est vraiment sophrologie et Ayurveda. C'est- Donc, du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir une sophrologue ou d'essayer même des séances de relaxation il faut se dire que de toute façon, vous ne pouvez pas foncièrement perdre le contrôle de vous-même. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Super, merci, merci beaucoup Julie pour toutes ces explications. J'ai une petite question pour Nat. C'est un peu surprenant peut-être, mais j'aimerais savoir, Nat, si, comme Julie, tu partages cette complémentarité de l'Ayurveda et de la sophrologie maintenant que tu fais ce programme en compagnie de Julie, et ce qui t'a amené à demander à Julie de participer au programme. Pourquoi la sophrologie en fait, dans ce programme-là, ici et maintenant? Ouais, c'est une super question, Lorraine. En fait, lorsque j'ai, proposé le programme Ici et Maintenant, je l'ai vraiment, construit sur la base de mon expérience personnelle, sur la gestion de mes émotions, sur la gestion de mon stress et tout ça et quand j'ai pris du recul sur comment est-ce que moi j'avais fait mon expérience, je me suis dit: «Bon, bah, OK, je suis passée par un certain nombre de processus». Mais j'ai aussi, fait beaucoup d'exercices de relaxation. J'avais le yoga qui m'accompagnait, j'avais la relaxation qui m'accompagnait, j'avais le pranayama, tout ça et en fait, quand j'ai proposé le programme la première fois, je trouvais que si je le faisais toute seule, il était pas complet, tu vois? Il manquait quelque chose comme une pratique, en fait et puis un jour, j'ai vu une story de Julie, qu'on se connaissait déjà et un jour, j'ai vu une story de Julie qui montrait, son nouveau micro et je me suis dit: «Mais
mais c'est Julie qu'il me faut en fait. C'est Julie qui manque dans mon programme. Et je me suis dit, la sophrologie, ça sera un super outil pour vraiment, tu vois, moi j'apporte, on va dire, un petit peu la théorie et puis mon expérience dans le programme. Et puis Julie apporte vraiment un outil pratique et concret qu'on peut vraiment mettre en place dans son quotidien. Donc l'alliance des deux était juste parfaite. Super, merci. C'est top. Julie, on arrive à la fin de cet épisode. On a des questions rituelles pour toi. Es-tu prête? Je suis prête. Tout d'abord, quel est ton rituel préféré? Alors, je vais être très classique. Mais c'est mon verre d'eau le matin, mon verre d'eau chaude le matin. C'est vraiment mon truc préféré. Clairement, comme je me lève très tôt, il fait froid, j'adore. Simple et basique. On voit souvent tes stories Ouais. la nuit à 5h du mat. C'est ça, ouais. C'est vraiment ce que je préfère faire et qui me donne beaucoup d'énergie le matin. Vraiment, beaucoup d'énergie. Ça circule. Dès que je fais ça, c'est bon, ça circule. Ok. Deuxième question dans nos questions rituelles. Quels sont tes projets pour les semaines, les mois à venir? Alors, mon projet principal, c'est l'ouverture de mon cabinet, donc dans la ville où j'habite. Et du coup, mon lancement à 100% dans ma pratique, enfin dans mes pratiques. Donc, entrepreneuse 100% sans filet. Donc, voilà, c'est le projet principal. Et après, à la suite de ça, je pense l'année 2022, c'est une spécialisation certainement dans la psychologie ayurvédique pour compléter avec la sophrologie. Génial. T'es dans quelle ville? Alors, je suis à Douai, c'est à côté de Lille, dans le nord de la France. Super. On arrive à notre dernière question qui est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Il y a tellement de choses, surtout en ce moment, j'ai beaucoup de reconnaissance dans les synchronicités, dans tout ce qui se passe, tout ce qui s'installe. Je remercie Nathalie infiniment pour le projet dans lequel elle m'a intégrée. C'est super, enfin, c'est une chance et un partage énorme. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante. Je suis aussi très reconnaissante par rapport à mes collègues praticiennes avec lesquelles je travaille, qui sont dans ma région. J'adore partager, il y a des projets qui se mettent en place. Et surtout, moi, j'aime travailler avec les autres. Et quand je vois à quel point on arrive à créer de belles choses ensemble, je crois que c'est les moments les plus heureux que j'ai quand ces projets émergent et qu'on arrive à créer de belles choses ensemble. Je n'aime pas du tout travailler toute seule. donc voilà, je suis reconnaissante en fait envers toutes les relations humaines que j'ai avec de belles personnes très bienveillantes. Et je suis aussi reconnaissante envers mon mari qui me supporte tous les jours et qui me soutient un soutien indéfectible dans mes projets et qui croit vraiment en moi. Donc voilà. Super. Merci à toi, Julie. Merci beaucoup, Julie, pour tous ces partages. Et puis à tout bientôt. À très vite. Merci pour votre écoute. Si comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!